et je suis entourée de toute l'équipe ad hoc qui travaille, au Maroc ou en Occitanie, sur nos projets, en particulier, ce secteur de la santé et puis à nos côtés également, on doit avoir, Laurent Garnier d'Eurobiomed. Je ne sais pas s'il est connecté déjà? Oui, je suis là. Oui, parfait. Bon, on va attendre que les derniers se connectent et je vous propose, voilà, qu'on attaque tout doucement. Alors, ce webinaire va être enregistré. Ça va permettre à un certain nombre de participants qui n'ont pas forcément pu se libérer de pouvoir ensuite le suivre via le site ad hoc. Donc, on vous invite, si vous ne souhaitez pas que votre visage soit filmé, à couper vos caméras. Pour la bonne marche du webinaire, bien évidemment, de couper vos micros, ça évitera parfois certaines conversations, parasites que vous pourriez avoir. Par contre, n'hésitez pas avec toutes les fonctionnalités de Teams à prendre la parole, que ce soit, dans le chat pour poser de vos questions ou, lever la main, bien évidemment et l'ensemble des intervenants, vous apporteront les réponses. Donc, Amandine Gaillet, qui est ma collaboratrice, basée en Occitanie en charge de la filière santé, s'assurera, voilà, de reprendre les questions pour le cas où nos différents intervenants ne les verraient pas. Je vous propose qu'on attaque de suite. Donc ce webinaire, de la filière santé, il fait notamment suite à un premier que nous avions organisé l'année dernière avec, notamment Eurobiomed et le Club Santé, Maroc. L'idée étant aujourd'hui de vous partager, l'actualité par rapport à ce qu'on vous avait présenté il y a un an avec, Siam El Kadar, la responsable de la maison, de la région Occitanie à Casablanca. Et puis pour ceux qui n'avaient pas eu l'occasion de suivre ce premier webinaire, mais de prendre connaissance d'un certain nombre d'informations sur ce secteur. Donc, pour l'ordre du jour, Laurent Garnier et moi-même, nous allons vous faire une petite introduction pour vous resituer un petit peu le sujet du jour dans le cadre de nos missions respectives sur lesquelles on collabore activement dans la vision internationale. Donc, c'est Siam El Kadar, la directrice de la maison de la région de Casablanca que vous voyez à l'écran, contrairement à moi, qui assurera cette présentation. On remercie d'avance, Christian Curel et Augustin Évora, qui, partageront un petit peu leur témoignage et leur retour d'expérience par rapport à leur expérience justement sur ce marché marocain. Et puis on conclura avec, Amandine Gaillet, donc, chargée de mission export et santé chez Ad-hoc et Zineb Bouka qui est chargée de mission, à la maison de la région Occitanie à Casa aux côtés de Siam, pour vous présenter, un petit peu l'action qu'on a imaginée avec, Eurobiomed, pour vous permettre d'aller, un cran plus loin, sur ce sujet de la santé, au Maroc. Heu, Laurent, tu veux commencer peut-être à dire un petit mot et puis je prendrai la suite par rapport à Doc? D'accord, merci Anne et bonjour à tous. Donc voilà, je vais faire court, hein, pour vous expliquer, un petit peu le contexte qui sera repris de toute façon. Donc effectivement, c'est la suite d'une première édition, qui avait été menée, l'année dernière. Donc là, l'idée est d'aller un petit peu plus loin, je pense, pour explorer ce marché. Alors je vais vous dire quand même quelques mots sur Eurobiomed, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc nous, on est un pôle de compétitivité, donc on est une structure associative qui regroupe des adhérents sur les régions Occitanie évidemment et aussi PACA, des adhérents qui sont des industriels du milieu de la santé. Donc on a 400 adhérents. Sur ces 400 adhérents, il y a à peu près 350 entreprises qui sont, en majorité des TPE-PME, qui sont localisées partout sur les grandes métropoles, qui représentent un peu le tissu industriel local et toutes les parties de la filière industrielle santé. C'est-à-dire qu'on a des entreprises qui sont des biotech, on a des entreprises du dispositif médical, du diagnostic, de la santé numérique. Comme je disais, en majorité des TPE-PME, beaucoup d'entreprises qui sont en fait des entreprises innovantes, qui développent des produits, qui commencent à les mettre sur le marché. Des entreprises pour la plupart qui ont une vocation à avoir un démarchage commercial international, hein, ce sont des marchés mondiaux dans ces domaines-là. Voilà, nos missions, ce sont de les accompagner, de les aider, on va dire, le métier historique du pôle, hein, c'est de les aider à trouver des financements pour venir soutenir leurs efforts dans le domaine de la R&D. Donc ça, c'est quelque chose qu'on mène depuis le début, depuis
plus de 10 ans la création d'Eurobiomed et de plus en plus, on essaie de les accompagner sur d'autres domaines qui sont plus liés à leur compétitivité. Ça peut être sur des aspects réglementaires, sur des aspects d'études de marché, de recherche de fonds propres, hein, c'est-à-dire d'accompagnement à la levée de fonds. Voilà, donc on a une panel d'offres qui viennent en soutien de ces entreprises. On a un rôle aussi d'animation de la filière. Alors, il y a un certain nombre d'animations, d'événements qu'on organise sur tout le territoire tout au long de l'année, parfois seul, parfois en association avec d'autres parties prenantes du domaine de l'innovation, dont ADOC. Alors, avec ADOC, par exemple, on organise tous les ans les Biomarker Days, très orientés diagnostic, et cet événement avec ADOC Export. Voilà. Donc, c'est intéressant d'avoir cette présentation parce que c'est ce qui avait été un petit peu déjà présenté il y a un an, c'est-à-dire que le marché marocain présente un intérêt fort pour les entreprises de la santé, il évolue et il y a des opportunités qui sont quand même assez nombreuses, mais il y a des particularités, donc c'est l'objectif aujourd'hui d'en discuter justement. Voilà, Anne, je te repasse la parole. Merci Laurent. Donc moi, je vais juste rapidement vous resituer ad hoc en suivant de ce que qui vient d'être dit par rapport à Robiomed. Donc aujourd'hui, à vos côtés, c'est plutôt l'équipe qui s'attache à travailler pour les entreprises dans leur développement international et conquête de marché. Donc avec le service et la direction que je représente, mais également les maisons de la région à l'international. Et puis, Laurent en a un petit peu parlé. Au niveau d'ADOC, vous avez un certain nombre d'expertises à votre disposition pour toutes les étapes de développement et de croissance de votre activité sur le territoire Occitanie. Donc, aujourd'hui, c'est quelques 170 personnes chez ADOC qui sont au service du développement économique, au premier chef des entreprises, mais également des différents territoires, puisque la région est grande et que nous avons des collaborateurs sur les 13 départements. Donc, pour toutes vos questions, innovation, création, croissance, voilà, on a des experts dédiés dans chacun des domaines, sachant que bien évidemment, l'agence, c'est l'agence de la région Occitanie et que la mission qui nous est confiée, c'est de faire tout ce qu'on peut et mettre en œuvre toutes les actions qui vont faciliter votre développement, accroître la notoriété, la création d'emplois sur le territoire Occitanie. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. Je vais par contre, et Siam complétera à loisir mon propos, vous faire un petit focus sur les maisons de la région à l'international, puisque aujourd'hui, ce webinaire et l'ensemble des actions que nous portons sur le Maroc, elle n'aurait pas cette envergure et cette pertinence si nous n'avions pas la maison à Casablanca avec l'équipe de Siam. Mais sachez également que des maisons, il y en a également à New York, à Shanghai, qui ont la même logique et le même fonctionnement que Casablanca. Un bureau à Londres. Donc à chaque fois, nous avons des équipes avec différents services qui sont peu ou prou les mêmes, excepté sur Londres, compte tenu de l'infrastructure. Vous verrez, il y a quelques services qui n'existent pas à Londres, notamment les services d'hébergement et de salle de réunion, parce que c'est un tout petit peu plus petit. Mais en tout cas, sachez qu'on a des têtes de pont et des équipes ad hoc sur ces 4 grandes villes, 4 grands marchés qui peuvent à un moment donné vous intéresser en tant qu'entreprise du secteur de la santé. Et puis, on cite toujours le bureau de la région à Hambourg et le bureau de la région à Tokyo, qui, même si elles n'ont pas tout à fait les mêmes périmètres d'action très économiques et très entrepreneuriales que portent les autres maisons, il y a quand même des personnes ressources qui aident, qui facilitent un certain nombre d'axes de développement, de rayonnement et de mise en relation. Sur les slides suivantes, vous avez un petit aperçu de CASA. Notamment avec l'offre d'hébergement. Siam, je te laisse la présenter, c'est chez toi. Et sachez que ça, c'est valable également à New York et à Shanghai. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, c'est Siam El Kadar et du coup, je suis basée à Casablanca. Effectivement, la maison à Casa, elle offre un hébergement. Premièrement, on peut parler d'un hébergement longue durée, c'est-à-dire une entreprise qui souhaite envoyer soit un VIE, soit un responsable export ou carrément une entreprise qui a créé une filiale au Maroc. Elle peut bénéficier de nos infrastructures. Donc, on peut la soutenir logistiquement parlant. Donc, le responsable, en tout cas la personne qui représente l'entreprise, elle peut
avoir accès à un bureau, une station de travail, à des salles de réunion. Et l'hébergement peut se faire sur une durée maximale de 3 ans. La première année, elle est gratuite et les 2 autres années sont payantes. Voilà. Donc, il y a une autre offre aussi. Je sais pas pourquoi ça marche plus. Alors, il y a aussi l'accueil ponctuel, donc tout simplement une entreprise qui souhaite organiser un atelier d'information, qui souhaite recevoir un client dans nos locaux, donc elle peut utiliser une petite salle de réunion, une grande, ça dépend de ce qu'elle demande, ou carrément notre showroom, les espaces au fait pour pouvoir organiser des événements de networking. Et d'ailleurs, l'entreprise qui va témoigner tout à l'heure, I2A, avait déjà utilisé je pense en 2016, cette salle de réunion que vous voyez à droite pour son atelier d'information. Et alors, l'info la plus importante sur ces offres aussi, c'est que les deux sont gratuites. Donc, la première, elle est gratuite uniquement la première année. Par contre, les accueils ponctuels sont gratuits tout au long de l'année et à chaque demande. Et ce n'est pas uniquement pour les entreprises de la région, c'est aussi pour les associations, les organisations qui sont présentes au niveau de la région Occitanie. Au niveau de nos services, donc nous, on est une continuité, comme ce qu'elle a dit Anne tout à l'heure, une continuité des services d'export de Haddock. Donc, on va exécuter déjà le programme, par exemple, le programme d'action sur le Maroc va être exécuté par l'équipe de CASA. Ça peut être sur plusieurs filières, ça peut être la santé comme aujourd'hui, ou d'autres filières comme l'environnement ou d'autres filières en fonction, on va dire, des opportunités du marché marocain. Donc, on organise des événements de networking et de B2B au niveau de nos locaux. On a l'habitude aussi de proposer des veilles d'appels d'offres hebdomadaires. Donc, ça, on le fait sur 2 filières, la filière environnement ou énergie et la filière santé en partenariat et pour le Club Santé Maroc. D'ailleurs, avec nous, Monsieur Pierre Lab, que je salue, qui est président du Club Santé Maroc. Nous participons aussi à des événements phares au niveau du Maroc, comme par exemple le salon de l'agriculture, le SIAM. On a été souvent présent au Polytech via des stands ou des pavillons régionaux. Nous organisons aussi des sessions de présentation de savoir-faire régional. Donc, souvent, on est en contact avec tout un réseau de professionnels marocains. On essaie de détecter les besoins en termes de veille technologique. Et puis, de l'autre côté, on essaie de chercher des entreprises de la région qui peuvent répondre à ces besoins. Et on organise à ce moment-là une session de présentation chez des donneurs d'ordre, des grands donneurs d'ordre, par exemple, comme l'ONE Branche Eau. Et aussi, en parallèle, on va réaliser des études de marché sur plusieurs secteurs. Donc, par exemple, là, ce que je vais présenter juste après, c'est une étude qu'on avait confiée tout au début à la Chambre française de commerce et qu'on avait complétée par la suite, puisque ça évolue très, très rapidement, en fait, le marché de la santé. Et vous allez le voir dans ma présentation. Merci Siam. Voilà, donc ça c'était pour vous resituer un petit peu le contexte et l'action ad hoc au Maroc notamment. Sachez que tous ces programmes et ce qui va suivre, donc, comme je le disais, est possible par rapport à l'action au quotidien que mène la maison sur le pays. Et d'ailleurs, j'ouvre une toute petite parenthèse. Aujourd'hui, on vous parle du Maroc avec la maison de Casablanca et d'ici quelques semaines, on sera susceptible de vous parler du marché américain avec la Maison de New York, justement aussi sur ces sujets de santé avec des programmes très, très spécifiques. Voilà. Donc, ce préambule ayant été posé, je vais laisser Siam vous dérouler et vous partager cette mise à jour et en tout cas cette information assez importante sur le contexte du secteur de la santé au Maroc. Donc, Siam, je te laisse la parole. Merci, Anne. Donc, au fait, effectivement, comme je l'ai dit, on a fait une étude en 2020
qu'on a essayé d'actualiser petit à petit parce que ça évolue rapidement. Comme vous le savez, il y a eu la pandémie aussi qui a fait accélérer les choses. Et ça va être une présentation, on va dire, assez longue, mais il y a des slides que je vais essayer de survoler. Mais n'hésitez pas par la suite, au moment des questions-réponses, si vous voyez que je n'ai pas assez détaillé peut-être un point, on pourrait revenir là-dessus. Alors, ma présentation en fait, de ce marché de santé que je vous propose aujourd'hui va s'articuler autour de 5 axes. Donc, tout d'abord, je vais faire un rappel de quelques données générales du système de la santé ainsi que les défis auxquels il fait face. Je présenterai par la suite les différentes stratégies pour le développement du secteur de la santé. Et puis, je présenterai quelques chiffres du marché en se focalisant sur 2 volets. Donc, le volet des médicaments cosmétiques et compléments alimentaires ainsi que le volet construction, aménagement, équipement. Mais là, je vais concentrer la présentation principalement sur les dispositifs médicaux et la e-santé. Comme j'ai entendu tout à l'heure Laurent Garnier qui disait que, au fait, la plupart des entreprises de la région Occitanie sont principalement sur ces secteurs-là. Et il y en a moins qui vont, par exemple, répondre à des appels d'offres qui vont concerner carrément la construction d'un hôpital. Je passerai aussi quelques slides sur les opportunités du marché de la santé et puis je terminerai avec comment accéder au marché de la santé au Maroc. Le système de la santé marocain en tout cas, a enregistré des avancées au cours des dernières décennies. Ceci a été accéléré, bien sûr, avec la pandémie Covid-19. Le budget de l'État consacré à la santé n'a cessé d'augmenter depuis 2020. Et du coup, la loi de finances 2022 prévoit un budget de 2,24 milliards d'euros, ce qui représente 6,90% du budget général de l'État. Ce budget a augmenté à peu près de 19% par rapport à 2021. En ce qui concerne les sources de financement des dépenses de santé au Maroc, sont réparties comme suit. Donc, nous avons une contribution de 2% entre les employeurs et la coopération internationale, 23% provient de l'assurance maladie, 24% des recettes fiscales, 51% des ménages. C'est la contribution en fait la plus grande, c'est celle des ménages. Et donc, elle est anormalement élevée. Elle représente plus de la moitié des dépenses de la santé, ce qui est un très lourd fardeau, notamment pour les personnes les plus vulnérables au Maroc. Alors que les recommandations de l'OMS stipulent une contribution des ménages inférieure à 30%, voire à 25%. Alors, d'après les spécialistes, le système de santé s'est amélioré selon plusieurs indicateurs, tels que le rallongement de l'espérance de vie, de même que la mortalité infantile, mais le système de santé marocain doit faire face à de nombreux défis, comme la concentration des décisions au niveau central, comme la faiblesse des ressources budgétaires allouées à ce secteur, c'est ce que j'ai présenté dans le slide précédent. Il y a aussi une importante disparité dans la couverture médicale non généralisée. Donc, on a un taux de couverture de 65%. Il y a également des contraintes liées aux ressources humaines de la santé. Donc, on a un taux d'encadrement médical qui est en dessous des normes établies par l'Organisation mondiale de la santé. Il y a aussi un manque de personnel. On enregistre à peu près l'immigration de 7000 médecins marocains qui exercent actuellement à l'étranger. Mais il n'y a pas uniquement les médecins qui partent, il y a aussi pratiquement tout le personnel de la santé qui essaye de trouver des opportunités à l'étranger. Il y a également une répartition inégale de l'offre de soins sur le plan territorial. Donc, on va voir une insuffisance des infrastructures hospitalières des consorts de l'axe Casa-Rabat, donc entre la capitale économique et la capitale du Maroc. Donc là, il y a une grosse forte d'infrastructures, mais des consorts on s'éloigne au fait vers les régions ruraux, rurales plutôt. On va trouver de moins en moins de cliniques et d'hôpitaux. La population marocaine enregistre aussi une tendance au vieillissement, donc ce qui influe sur la capacité d'absorption des systèmes de santé et de protection sociale. Et on a plusieurs contraintes qui sont liées à la gouvernance, par exemple l'absence de mutualisation dans la gestion des ressources financières et administratives, la faible complémentarité et coordination entre les établissements de protection sociale et les hôpitaux.
Alors, pour faire face à ces défis, plusieurs réformes ont vu le jour. Donc, il y a eu le plan santé 2012-2016, le plan santé 2017-2021. Et à partir de 2018, le gouvernement a présenté la stratégie nationale 2025, nommée Plan santé 2025. Donc, le plan santé a pour ambition principale de placer le citoyen au centre du système national de santé. Un budget de 2,3 milliards d'euros a été alloué à cette stratégie cette stratégie s'articule autour de trois piliers qui sont déclinés en 25 axes et 125 actions. Alors, au fait, je voulais pas détailler, bien sûr, toutes les 25 axes et les 125 actions, mais j'ai essayé, au fait, de reprendre uniquement quelques informations qui me semblent intéressantes et qui peuvent donner une vision sur les opportunités de marché que représente le Maroc. Donc, par exemple, au niveau du pilier 1, qui est intitulé Organisation et développement de l'offre de soins pour améliorer l'accès aux services de santé, et qui s'articule autour de 8 axes et 34 actions. Ben, j'ai pris juste quelques-unes. Et par exemple, la première, c'est l'axe 2 qui va programmer le développement du réseau hospitalier public. Et on a deux actions intéressantes qui sont le renforcement du plateau technique hospitalier et la mise à niveau par les technologies biomédicales. Et une autre action qui consiste en l'augmentation de la capacité litière nationale globale, moyennant la construction et la mise en service de nouveaux hôpitaux publics. Bien sûr, à la suite de ce webinaire, on vous partagera cette présentation. Donc, vous aurez au fait toutes les informations sur les actions proposées. Idem pour les deux autres piliers. Donc, le pilier 2, il s'agit du renforcement des programmes nationaux de santé et de lutte contre les maladies. Là, ce que j'ai trouvé, par exemple, intéressant, c'est l'axe 16 qui va faire la promotion des modes de vie sains et renforcer l'éducation de la santé. Et sur cet axe, on a toutes des actions en fait concernant le développement de la e-santé. Au niveau du pilier 3, qui concerne l'amélioration de la gouvernance, optimisation de l'allocation et de l'utilisation de ressources. Donc là aussi, on a forcément des actions qui vont donner des opportunités de marché. Par exemple, au niveau l'axe 23, on a instauré un système national d'information sanitaire intégré et du coup, ça va permettre de l'intégration du secteur privé dans le système d'information du ministère de la Santé, mais également informatiser le cycle d'approvisionnement en médicaments et digitaliser leur système logistique de distribution. Alors, au niveau toujours des stratégies, donc, en parallèle, le gouvernement adopte une stratégie pour améliorer la couverture médicale au Maroc. Comme vous l'avez vu dans le slide précédent, il n'y a que 65% des Marocains qui sont couverts. Donc là, je vous présente au fait un panorama des acteurs de la couverture médicale. Donc, le Maroc dispose de deux assurances maladie obligatoires qui sont la CNOPS. Alors que la CNOPS, à droite, c'est la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale qui gère l'assurance maladie du régime public et des étudiants et qui va être remplacée à terme par la Caisse marocaine de l'assurance maladie. Et nous avons à gauche la CNSS. Il s'agit d'un organisme de gestion du régime des travailleurs salariés et non salariés et qui gère en fait l'ensemble des risques du régime privé. On a aussi le RAMED. Alors, le RAMED, c'est principalement pour les populations les plus démunies. Donc, c'est une personne qui ne travaille pas et qui n'a pas d'assurance maladie obligatoire, ni dans le public, ni dans le privé. Alors, tout ça, c'est régi par la loi 6500. Et nous avons aussi des assurances privées. Donc, ça va être soit c'est des assurances complémentaires aux assurances de base, soit la possibilité de contractualiser avec avec ces assurances-là. On en a plein au Maroc et ça peut être une assurance globale. Alors aussi, les régulateurs de ce système, donc nous avons l'ANAM, donc c'est l'Agence nationale de l'assurance maladie,
qui est un établissement public et qui a pour mission principale l'encadrement et la régulation du système de l'assurance maladie obligatoire, ainsi que la gestion des ressources du régime d'assistance médicale, le RAMED. Et nous avons l'ACAPS, c'est une autorité compétente pour le contrôle des entreprises d'assurance, de réassurance, des intermédiaires d'assurance, ainsi que les organismes de prévoyance sociale. Alors, au niveau de la stratégie, donc le Maroc a adopté une stratégie qu'on appelle ANAM 2020-2024, qui a lancé déjà la généralisation de la couverture sociale au profit de tous les Marocains. Et cette stratégie prévoit 4 domaines d'action autour de 10 projets structurants de réforme que vous voyez à droite en bas. Donc, a priori, si on arrive à finaliser tous ces projets, je pense qu'on va être bon au niveau de la couverture médicale parce que ça englobe vraiment tout. Ça va de la refonte de la loi 6500 au profit d'une régulation optimale jusqu'à la convention des médecins, passant par le parcours coordonné de soins, la prévention, le panier de soins, le système d'information, etc. Alors, il y a eu d'autres stratégies. Désolée pour, c'est pas très visible. C'est une stratégie au fait nationale de financement qui a été lancée, qui a été présentée en avril 2021. Donc, qui prévoit au fait le financement de toutes ces stratégies que je viens de développer. Et puis, je voulais juste mettre un slide sur tout ce qui est bailleur de fonds qui accompagne le Maroc sur ce secteur. Donc, les principaux sont la Banque africaine de développement, l'Agence française de développement, l'Union européenne et la Banque mondiale. Les 4 accompagnent, il y en a d'autres, mais les 4 là, c'est les plus importants. Ils accompagnent le Maroc, donc soit dans ces réformes, soit pour accompagner en fait les différentes actions de la réforme de la santé, soit ça va être aussi des fonds pour soutenir le secteur dans le contexte Covid. Donc, on a eu pas mal de prêts pour faire face à la pandémie. Et on va trouver, par exemple, des projets qui sont assez intéressants, comme par exemple avec l'Union européenne. Donc, on va voir l'accompagnement dans la gestion humaine et financière des systèmes hospitaliers. Pour tout ce qui est Banque africaine de développement, donc il y a eu carrément des projets en tout cas, qui vont donner la possibilité de construction de 2 hôpitaux de 280 lits. Mais il y a en tout cas plusieurs projets que je ne voulais pas tout citer. Donc, je vous ai donné juste une information générale sur comment les bailleurs de fonds accompagnent le Maroc. Alors, là, je passe plutôt au fait sur la partie marché. Je vais vous présenter quelques chiffres et la réglementation pour, par exemple, l'exportation des médicaments, produits cosmétiques et compléments alimentaires de la région vers le Maroc. Mais juste avant la réglementation, je vais vous donner quelques chiffres. Donc, l'industrie pharmaceutique au Maroc représente à peu près 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, soit 2% du PIB. Il a été recensé à peu près 46 entreprises, 11 000 pharmacies, 60 grossistes. Cette offre couvre à peu près 60% des besoins nationaux. Au niveau de la cosmétique, donc elle représente un chiffre d'affaires de 720 millions d'euros. La demande elle est encouragée par l'amélioration du pouvoir d'achat, par une prise de conscience quant à l'importance d'utilisation des produits de beauté. Le marché est animé par des petites entreprises, des coopératives, de moyennes entreprises, mais aussi de grandes entreprises multinationales. Donc, on voit que, par exemple, les marques étrangères représentent 65%, contrairement aux marques nationales qui représentent 35%. Au niveau des compléments alimentaires, donc le Maroc importe à peu près 87 millions de dollars de compléments alimentaires des pays comme les États-Unis, des pays européens. Sur quoi il faut faire attention, c'est qu'au fait, il y a un manque de régulation
Un manque de régulation dans la distribution la distribution de ces produits, la cosméto et les compléments alimentaires. Sur les médicaments, je n'ai pas trouvé vraiment d'informations, mais en tout cas sur la cosmétique et le complément alimentaire, on sait qu'il y a un marché, soit c'est de l'informel, soit c'est au fait, des revendeurs qui ne disposent pas d'autorisation ni d'homologation et du coup, ils vont commercialiser soit des produits de mauvaise qualité ou de contrebande et ceci représente à peu près 15%, en tout cas pour les compléments alimentaires. Alors, en termes de réglementation, donc l'importation et la distribution des médicaments sont réglementés, bien sûr, au Maroc. Il y a un cadre législatif général qui concerne les médicaments et qui est posé par la loi 1704, qui portant au code du médicament et de la pharmacie. Il y a aussi un décret qui est relatif à l'autorisation de mise sur le marché des médicaments à usage humain. Et les acteurs les plus importants dans ces autorisations, c'est la direction du médicament de la pharmacie qui octroie aux sociétés les autorisations de mise sur le marché des médicaments. Alors, au fait, par exemple, pour une entreprise de la région qui souhaite exporter un médicament, le médicament, pour qu'on puisse le mettre, pour qu'il puisse avoir l'autorisation de mise sur le marché, il doit passer par tout un processus. L'objectif principal de ces autorisations, c'est de garantir la qualité, l'efficacité et la sécurité du médicament. La demande, comme je l'ai dit, c'est en fait, je l'ai présenté à droite, c'est le processus au fait pour pouvoir obtenir ces autorisations. C'est un processus assez lent et qui doit répondre à certaines exigences administratives, réglementaires, techniques. La demande est déposée par un établissement pharmaceutique industriel basé au Maroc et signée par le pharmacien responsable ou son représentant. Et puis, tout changement du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché est subordonné à une autorisation de transfert délivrée par l'administration. Donc, tout simplement, une entreprise régionale qui fabrique un médicament, qui souhaite le commercialiser au Maroc, elle doit d'abord trouver un très bon partenaire, un établissement pharmaceutique ici au Maroc, qui va lui s'occuper de ses autorisations et de l'importation de son produit. Pour les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle, c'est pratiquement la même chose. Sauf que en tout cas, l'essentiel de la législation relative au secteur cosmétique est régulé par par une autre circulaire, la circulaire numéro 79. Mais tout ça se passe au niveau de la direction des médicaments de la pharmacie. Donc, c'est une entreprise ou un établissement qui est basé au Maroc, qui a la possibilité d'importer des produits cosmétiques. Et ces établissements doivent être bien sûr déclarés auprès de la direction du médicament et de la pharmacie. De la même manière, c'est que pour pouvoir commercialiser un produit cosmétique au Maroc, il faudrait obtenir un certificat d'enregistrement qui va être délivré par la direction des médicaments de la pharmacie. Ce certificat d'enregistrement est valable pour une durée de 5 ans, renouvelable. Et si on veut changer le titulaire, il faudrait bien sûr avoir l'accord. Par exemple, si une entreprise régionale commercialise déjà un produit cosmétique au Maroc et elle veut plus rester avec le même partenaire, pour qu'elle puisse changer de partenaire, elle doit avoir l'accord préalable de son premier partenaire qui est titulaire du certificat d'enregistrement et déposer tout un dossier. Et c'est le ministère de la Santé, la direction des médicaments de la pharmacie, qui donne cette autorisation pour le changement du titulaire. Pour les compléments alimentaires, c'est toujours pareil. Donc, c'est à peu près la même démarche. C'est pour ça que je ne voulais pas trop développer ici. Sauf, donc du coup, au fait, le complément alimentaire qui va être commercialisé au Maroc doit obtenir une homologation auprès de la direction du médicament et de la pharmacie. Par contre, il faudrait aussi des autorisations de la part d'un autre organisme qui s'appelle l'ANSA, l'Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires, qui va délivrer aussi à son tour une autorisation pour l'importation du produit.
Donc, idem pour les autres, l'établissement importateur doit être titulaire d'une déclaration auprès du ministère de la Santé et seule une société de droit marocain régulièrement déclarée à l'administration a le droit d'enregistrer un complément alimentaire. Le transfert de titularité, c'est pareil comme les autres, donc exige l'accord de la société titulaire du certificat d'enregistrement. Alors, par la suite, sur la réglementation, donc je vais au fait donner plus d'informations sur la réglementation des dispositifs médicaux et un peu la e-santé. Donc, mais avant aussi, je vous donne quelques chiffres. Donc, le secteur des dispositifs médicaux au Maroc emploie plus de 10 000 personnes, réalise un chiffre d'affaires de 275 millions d'euros. Le marché est largement dominé par l'import, puisque 90% des dispositifs médicaux sont importés, essentiellement des États-Unis, d'Europe et d'Asie. Donc, on voit par exemple à droite que c'est un secteur qui a une forte croissance de 7 à 10% par an. Au Maroc, il y a à peu près 80 000 dispositifs médicaux qui sont enregistrés avec 30 000 familles et on a à peu près 800 importateurs, exportateurs, distributeurs. Dans le graphique au milieu, vous voyez au fait la répartition des ventes de dispositifs médicaux par secteur. Donc, on a à peu près 70% qui va vers le secteur public, 20% pour le secteur privé et puis 10% des ventes directes. De la même manière, ce que j'avais dit sur la cosméto et les compléments alimentaires, il y a aussi au fait des dispositifs médicaux au Maroc qui sont distribués mais sans avoir d'autorisation. Ils ne sont pas enregistrés au niveau du ministère de la Santé. Donc, le Maroc, il essaie au fait de faire face à ce problème qui est assez dangereux et qui perturbe les acteurs et qui perturbe en tout cas les acteurs de la santé. À noter aussi qu'il y a des différences de qualification de certains dispositifs entre les nomenclatures françaises et marocaines. En ce qui concerne la réglementation, donc on note toujours l'acteur le plus important, c'est la direction des médicaments de la pharmacie. Donc tout dispositif médical importé doit faire l'objet d'un enregistrement en précisant sa classe avant sa mise sa mise en service sur le marché marocain. Donc, l'enregistrement doit être effectué par une entreprise basée au Maroc et le dossier se compose en deux parties, donc une partie administrative et une partie technique. Alors, la demande d'obtention du certificat d'enregistrement doit être accompagnée, du coup, comme je l'ai dit, d'un dossier administratif et technique. Et le contenu du dossier de la demande d'enregistrement sont fixés par voie réglementaire en fonction de la classe du dispositif médical. Alors, normalement, le délai ne doit pas dépasser 120 jours. Donc, dès que l'entreprise dépose la demande pour enregistrer le dispositif médical, donc le ministère de la Santé statue dans un délai maximum de 120 jours. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le certificat d'enregistrement est valable pour une durée de 5 ans, renouvelable. Et en cas de mise à jour du certificat d'enregistrement ou en cas de changement du titulaire, la durée de validité est la durée restante de l'enregistrement en cours. Alors, au niveau des taxes et droits de douane pour l'importation des dispositifs médicaux, donc il y a une TVA qui est appliquée de 20%, à l'exception des dispositifs médicaux pour les personnes handicapées et les pansements. Et le Maroc aussi taxe les produits pharmaceutiques à l'exception de ceux destinés aux maladies chroniques. Donc, par contre, on a très peu de dispositifs médicaux qui sont remboursés au Maroc. À titre d'information, on a 869 dispositifs médicaux remboursés sur 80 000 types qui sont déjà enregistrés au ministère de la Santé. Alors, les droits de douane varient
de 2,5% à 32% selon la provenance ou l'existence d'un accord de libre-échange. Et par exemple, avec l'Union européenne, on a en fait un accord de libre-échange. Donc, les droits d'importation sont à 0%. Alors, je passe à la partie e-santé et du coup, en fait, un des axes prioritaires du plan santé 2025 est le développement de la e-santé au Maroc. Suivant la tendance mondiale, l'accès et l'utilisation des technologies de l'information et de la communication est en constante évolution au Maroc ces 10 dernières années. Ce changement est d'autant plus important que dans le secteur de la santé, il pourrait être la solution en fait, pour pallier à moyen terme aux carences en matière d'accès aux soins des populations rurales. Donc, le ministère de la Santé est conscient des enjeux liés à la digitalisation des systèmes de la santé et il est très investi dans le développement du secteur de la e-santé. Il a mis au point quelques solutions en ce sens. Et aussi, le plan santé 2025 replace ainsi la e-santé au cœur des objectifs à atteindre. En 2018, une nouvelle réglementation est venue pour la première fois structurer le secteur de la télémédecine. Et du coup, la loi déjà 131/13, qui est relative à l'exercice de la médecine, reconnaît la télémédecine comme pouvant être partie prenante des actes de soins. Il y a aussi un décret qui réglemente et facilite les consultations et les contrôles médicaux à distance en encadrant les activités de téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance médicale et téléassistance. Je vais essayer peut-être d'accélérer, on est à 14h13. Alors, ce décret au fait a permis aussi la création de la Société marocaine de télémédecine, qui est une association à but non lucratif et qui a été créée par plusieurs acteurs publics, notamment le ministère de la Santé, de l'Intérieur, les universités, etc. Son objectif est la promotion des activités de télémédecine. Il y a eu aussi l'attribution du code INPE, qui a pour objectif de disposer d'un identifiant unique pour chaque professionnel de santé et établissement de santé. Et j'ai mis en fait en bas quelques exemples de e-santé. Par exemple, au niveau de la télémédecine, donc on a des plateformes de consultation et prise de rendez-vous en ligne. Et au niveau de la M-santé, il y a eu par exemple pendant la pandémie le développement de l'application Wikaitna pour limiter la propagation du virus. Alors, au niveau des opportunités, donc ce que je vous ai mis sur ce slide, donc j'ai essayé déjà de vous donner une idée sur les infrastructures existantes au Maroc, c'est tout ce qui est à gauche en vert. Nous disposons de 5 centres hospitaliers, donc de 5 CHU, 6 hôpitaux militaires, 13 polycliniques et en bas, vous avez au fait l'ensemble de la capacité litière des différents hôpitaux, les hôpitaux psychiatriques, les centres d'hémodialyse, etc. En bleu, à droite, j'ai mis en fait tout ce que le ministère a programmé. Donc, normalement, c'est des projets qui sont déjà lancés, comme la construction de 16 nouveaux centres hospitaliers, comme la poursuite aussi de la construction de 3 CHU. Donc, il y a 3 CHU en cours de construction à Tanger, Agadir et Laayoune. Il y a aussi 22 hôpitaux de proximité qui sont en cours de construction. Et il va y avoir aussi la reconstruction de l'hôpital Ibn Sina de Rabat. À gauche, en orange, donc j'ai mis en fait les projets qui vont être lancés par le ministère de la Santé en 2022. Donc un autre CHU, le CHU de Rachidia, des centres hospitaliers, un hôpital mental et psychiatrique à Barchid et la construction de 9 hôpitaux de proximité d'une capacité de 405 lits. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc on est partenaire du Club Santé Maroc animé par les CCEF au Maroc et depuis 2020, en fait, on a proposé une veille d'appel d'offres hebdomadaire qui est faite par notre équipe et qui a pu, en fait, on a pu, grâce à cette veille d'appel d'offres hebdomadaire du marché public, de recenser les entités publiques qui passent commande. Donc, on a recensé 15 entités publiques. Les plus importantes, elles sont 5. Donc, c'est les directions régionales du ministère de la Santé, les centres hospitaliers, les polycliniques, les hôpitaux militaires. Et puis, il y a aussi les régions, en fait, les entités régions qui lancent des fois des appels d'offres au profit des établissements de santé.
Nous avons recensé aussi, alors parmi les 15, donc j'ai cité les 5, il reste les 10. Donc dans les 10, il y a des agences, en fait, des agences, des nouvelles agences qui ont été créées par le Maroc, mais qui font pas que la santé. Et j'ai repéré, par exemple, l'Agence nationale des équipements publics, qui a lancé quand même 4 appels d'offres sur l'année 2022, ainsi que l'Agence régionale d'exécution de projets. En ce qui Siam, concerne... Siam, Oui. excuse-moi de te déranger, une précision peut-être dans la conversation concernant les hôpitaux. Les nouveaux hôpitaux dont tu parles, est-ce que ce sont des nouveaux établissements ou est-ce qu'ils remplacent des établissements existants? Alors, c'est les deux. En fait, il y en a qui sont nouveaux. Par exemple, les CHU de Tanger, Agadir et Laayoune, c'est des nouveaux CHU. Par contre, la reconstruction de l'hôpital Niosina, bah, c'est l'ancien qui va être réhabilité. Ok. Mais la plupart, ce sont des nouveaux. Là, par exemple, sur ce qu'on voit là en bleu, la construction de ces nouveaux, c'est des nouveaux, les CHU. Et puis, en fait, il n'y a que Ibn Sina qui va être reconstruit. Ok, merci pour la précision. Je t'en prie. Au niveau des acteurs privés, donc là-haut, je vous ai mis aussi l'offre de soins que nous avons au Maroc, donc 359 cliniques, les cabinets dentaires, les cabinets de consultation médicale, etc. Et ce qu'on a remarqué au fait la dernière décennie, c'est la création par des investisseurs privés de CHU. Donc on a un hôpital avec une université à Rabat et puis on a un deuxième hôpital à Casa, chez Khalifa, avec son université aussi de santé. Et on a des groupes maintenant, des groupes d'investisseurs en fait, qui vont investir sur plusieurs établissements. Les plus importants, on a Agdital qui dispose de 5 établissements de santé, un hôpital privé à El Jadida et il est en train de construire 2 autres projets. Et on a un groupe international Elsan que j'imagine que vous connaissez, qui a fait sa première implantation internationale au Maroc par le rachat des parts des médecins actionnaires. Il a construit 2 cliniques et il est en train de construire un hôpital privé. Alors, au niveau des acteurs privés, au fait, puisque nous faisons en fait la veille d'appel d'offres, donc on s'est amusé aussi à aller chercher les adjudicateurs des marchés publics pour savoir un peu quels sont les acteurs privés qui remportent les marchés publics au Maroc. Donc, on a recensé 100 entreprises qu'on a répertoriées dans notre base de données. Et aussi, puisque depuis, à chaque fois dans les slides de la réglementation, je vous disais que c'est un fabricant ou un importateur marocain qui devrait importer votre solution, soit en dispositif médical, soit en cosméto, médicaments. Donc, au niveau du ministère de la Santé, leur site web, en fait, dispose de la liste. Vous pouvez consulter, au fait, la liste des établissements de fabrication, importation, exportation et ou de distribution de dispositifs médicaux déclarés à l'administration. Comme ça, si vous avez, par exemple, si vous êtes en train de travailler avec un partenaire, vous pouvez déjà vérifier s'il est déclaré à l'administration. Là, en fait, je voulais mettre ce slide, c'est par rapport au fait à un projet qui a été lancé par la Société marocaine de télémédecine. Je me suis dit que ça peut être intéressant. Donc, cette société a mis en œuvre un projet national de télémédecine qui a pour objectif l'amélioration de l'accès aux soins des populations rurales via la promotion de la télémédecine. À partir de 2018-2019, il y a eu le lancement de 6 sites de télémédecine dans des régions enclavées. Entre 2019 et 2020, il y a eu le lancement de la première phase de généralisation du projet pilote sur 35 sites. Et entre 2020 et 2025, il y a un objectif de généralisation à la totalité des zones enclavées pour toucher à peu près 1,5 million de personnes. Alors, pour l'accès au marché de la santé, donc j'ai essayé de résumer un peu tout ce qu'on a dit tout ce que j'ai dit depuis le début. Donc, comment accéder soit au marché de médicaments, cosmétiques, compléments alimentaires ou au marché des dispositifs médicaux et santé digitale. Donc, on a vu que la réglementation elle est assez contraignante, que les délais d'obtention des AMM et des certificats d'enregistrement peut être assez lents. C'est pour ça qu'il faudrait rechercher
des partenaires pour l'enregistrement de vos produits, mais des partenaires bien sûr fiables. Ou si carrément, vous pouvez vous rapprocher des entreprises. Il y a des entreprises basées au Maroc qui peuvent vous offrir le portage de vos marques. Bien sûr, il faudrait que ce soit une entreprise fiable et dont l'identité est connue par les acteurs de la santé. Cette entreprise doit aussi, s'il s'agit de médicaments, cosmétiques, compléments alimentaires, elle doit disposer d'un responsable pharmacien. Au niveau de dispositifs médicaux et santé digitale, donc ça peut être aussi une vente en direct depuis la région Occitanie ou carrément la création de filiales aux succursales. Il y a des entreprises de la région d'ailleurs qui ont des filiales ici. Il faudrait avoir un réseau de partenaires d'importateurs, distributeurs qui est fiable ou qui a bien sûr des compétences techniques ou services après-vente selon vos solutions. Vous pouvez aussi répondre à des appels d'offres en direct ou indirectement via des partenaires marocains. Alors, là, ce sont des informations, c'est des informations qui sont destinées principalement à des entreprises qui ne connaissent pas encore le marché marocain ou africain, mais normalement, les entreprises qui ont l'habitude n'ont pas besoin de ces informations. Donc, si vous avez un premier contact avec un futur partenaire, il faudrait bien sûr se renseigner avant. Il y a pas mal de réseaux qui peuvent vous accompagner au Maroc, notamment soit notre équipe au niveau de la maison, s'il y a une possibilité, soit le Club Santé Maroc, des CCEF, soit la Chambre française de commerce. Donc, tout ce réseau peut vous accompagner pour déjà choisir les bons partenaires. Euh, N'oubliez pas d'apporter des tenues de travail formelles, c'est important pour le Maroc et ça permet de faire bonne impression. On est dans un pays qui juge beaucoup quand même les apparences. Au niveau des prises de décision, la participation des employés est plutôt limitée. Donc, c'est souvent le gérant, le haut responsable ou le patron qui décide. Du coup, cela demande plusieurs tours de négociation et il faut être patient et avoir les ressources humaines qui suivront ces négociations. La gestion de temps peut paraître des fois différente au niveau du Maroc. Ça dépend aussi du caractère de la personne que vous allez rencontrer ou l'éducation, mais il faudrait quand même arriver à l'heure pour un rendez-vous. À noter aussi que les réunions peuvent se terminer plus tard que prévu, donc prévoir un temps de marche si vous souhaitez organiser plusieurs réunions en une seule journée. En 2020, nous avons réalisé au fait un bilan auprès d'une trentaine d'entreprises accompagnées par la maison et nous avons résumé quelques facteurs clés de succès que je vous ai mis en bas qui ont permis à quelques entreprises régionales de bien se développer au Maroc. Même si ces entreprises-là que nous avons questionnées, c'était plutôt des entreprises de la filière environnement, mais à mon avis, c'est des facteurs qui peuvent s'appliquer à plusieurs types d'entreprises. Donc, une présence active au Maroc de moins 2 à 3 ans. J'ai connu pas mal d'entreprises au fait qui ont pu décrocher le premier marché après leur 3e année ici au Maroc. Il faudrait réaliser au minimum une mission par trimestre. Donc, il faut vraiment être présent sur le marché marocain. Juste le fait d'appeler au téléphone, envoyer des mails, ça marche pas vraiment beaucoup. Il faut créer des partenariats fiables ou des structures locales, bien sûr, pérennes. L'application d'une stratégie commerciale d'intervention construite, volontaire, patiente, évolutive et pragmatique. Et enfin, la mobilisation des moyens adéquats pour le suivi commercial et la production d'offres adaptées et compétitives. Voilà. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'étais pas très, très longue. Alors, moi j'ai terminé. Anne, je pense qu'elle est partie, donc c'est moi qui vais introduire au fait les 2 témoignages. Donc, on a le témoignage de Monsieur Christian Curel, dirigeant de l'entreprise Prism. Donc, je ne sais pas s'il est avec nous. Si Monsieur Curel est avec nous, veuillez Je suis mettre là. votre... Voilà, parfait. Je vous laisse la parole. Oui, en fait, bon, Augustin Urvorac est là et en fait, c'est un binôme du coup qu'on va faire puisque je vais parler de IDESA que j'ai créé sur lesquels on exporte au Maroc. Okay. Donc, on a une expérience assez importante d'ailleurs sur l'ensemble du Maghreb. Donc, vous avez effectivement dit des choses assez justes. D'abord, je pense qu'il est conseillé d'avoir effectivement des partenaires sur le Maroc. Par contre, je pense qu'il faut effectivement bien les sélectionner.
Et surtout, il faut, comme en fait tout dossier d'export, je pense, il faut monter son business plan spécifique au Maroc. Et vous l'avez dit, il faut être présent, c'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer qu'à un moment donné, on a trouvé un partenaire, on lui laisse les produits à distribuer et puis derrière, il se débrouille parce que ça ne marchera pas dans ce cas-là. Il faut être présent avec lui, il faut l'aider, il faut surveiller parce que on est dans un territoire où il y a quand même beaucoup de sollicitations et vous avez un certain nombre de distributeurs, par exemple, qui vendent plusieurs machines du même type. Donc, si vous n'êtes pas présent et si vous ne surveillez pas, vous pouvez aussi, du coup, être finalement défavorisé par rapport à ça. Alors, excusez-moi, j'ai oublié de définir. Hein, donc là, je parle pour IDESA, dont est ici aussi Augustin Ivora, qui s'occupait du Maroc. IDESA, c'est une boîte de diagnostic. Donc, on peut travailler sur donc, le boîte de diagnostic. On a exporté à la fois des instruments, des logiciels, des réactifs sur le Maroc. Par contre, on travaille avec les laboratoires d'analyse médicale ou les laboratoires hospitaliers. Donc, on a une expérience aussi bien sur la partie privée que sur la partie hospitalière du Maroc. Et donc, effectivement, on peut parler de cette partie-là. On connaît moins, évidemment, toute la partie clinique qui est peut-être très différente de la partie de laboratoire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un nombre incalculable d'entreprises. Et donc, si vous cherchez un distributeur, vous allez vous retrouver avec un grand nombre de gens, même sans savoir vos produits, qui vont vous dire « je suis intéressé, je veux distribuer ». Voilà. Donc, ça veut dire que je crois que déjà, il faut faire une grande attention à votre partenaire. Il faut effectivement préparer son business plan, regarder. Je pense que le marché marocain est assez intéressant en termes par rapport à l'Afrique du Nord. C'est beaucoup plus grand que le marché tunisien. C'est, à mon avis, beaucoup plus simple que le marché algérien. Et donc, on a évidemment cette facilité sur ce pays-là, c'est que c'est un pays francophone, donc ça facilite quand même la vie. Une grande partie des personnels médicaux ont beaucoup de relations avec la France, qu'il y a un grand nombre d'entre eux viennent à des congrès français, un grand nombre d'entre eux viennent dans les hôpitaux français pour faire des formations ou des sessions. Donc, il y a quand même une grande proximité entre les deux pays, ce qui est quand même un gros avantage pour nos sociétés françaises. Donc, ça veut dire aussi que un des avantages, évidemment, c'est des gens qui ont déjà un peu pignon sur rue sur la partie française sont très avantagés sur la partie marocaine parce qu'il est probablement, dans ce cas-là, il est sûrement le fait est que du coup, un grand nombre de Marocains connaîtront déjà les produits des Français s'ils sont déjà sur le territoire français, ce qui est moins le cas s'ils ne le sont pas, évidemment. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Nous, dans nos instruments, en fait, tout passait par le ministère. Alors, je vais parler, donc ça veut dire que c'était des appels d'offres qui devaient être faits, puisque c'est des budgets d'investissement. Donc, tout ça, c'est centralisé au ministère. Bon, on s'aperçoit que ce n'est pas si simple que ça et que sur le ministère, alors c'est peut-être pas vrai, mais nous, on a de l'expérience comme ça, de temps en temps, les cahiers des charges sont modifiés et ne sont pas modifiés par l'hôpital qui a fait la demande. Donc, ça veut dire que derrière, il y a sûrement quelques accointances de sociétés avec d'autres personnes qui font que il y a peut-être des appels d'offres qui sont entre guillemets dirigés. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu la partie négative. Après, c'est sûr qu'il y a des niveaux de laboratoire différents. Hein. Vous avez toute une partie liée à la partie royale, où là, effectivement, vous avez, alors Augustin en parlera un petit peu mieux que moi, hein, puisque c'est lui qui travaillait directement dans le pays avec les différents laboratoires. Et vous avez quelques laboratoires de référence au niveau national, qui fait que si vous équipez ces laboratoires-là, en l'occurrence pour nous, le laboratoire, mais ça doit être pareil pour les hôpitaux, vous avez des références qui s'imposent sur le territoire. Et donc, c'est un petit peu comme chez nous d'ailleurs. Hein, si vous avez des organismes qui sont référents, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller voir les autres. Voilà. Ce que les Marocains appréciaient chez nous, c'est lorsqu'on faisait des sessions scientifiques. Donc, on fait venir donc, on peut faire parler à la fois des intervenants marocains, parce que nous, sur notre partie-là, ils ont quand même des hauts niveaux et ils n'ont rien envié à un certain nombre de Français, ça me paraît clair. Donc, ils sont extrêmement bien formés dans la partie infectieuse, dans ce que moi je connais et avec lesquels j'ai discuté. Donc, vous avez des congrès qui existent. Donc, c'est vrai que ça vaut le coup. Je pense qu'il est très intéressant d'associer une partie scientifique à une partie purement commerciale. Et puis effectivement,
ben, on a fait venir aussi, nous, en l'occurrence, des biologistes français qui étaient référents aussi, à la fois pour des sessions de travail, pour des formations, pour des séminaires. On a utilisé pour ça la maison de la région à Casablanca, et donc je pense qu'on a un support qui est quand même très intéressant pour les sociétés françaises, parce qu'en plus, on a beaucoup d'aide de la part de la maison de la région, donc ça, Augustin pourra en parler peut-être un peu plus que moi. Et donc, effectivement, je pense que les gens ont beaucoup apprécié cette partie-là, apprécient aussi quand même cette partie scientifique, évidemment, lorsque vous avez des produits un peu techniques. Voilà, après, je répondrai plutôt aux questions. Je vais peut-être laisser la parole à Augustin pour qu'il renchérisse. Oui, bonjour à tout le monde, du coup. Donc, bon, Christian a dit la plupart de ce que je comptais dire également. Hein. C'est vrai que trouver un partenaire au Maroc, c'est ce qu'il y a de plus critique, je pense, au départ. Hein. On en a fait les frais, nous également, parce qu'en fait, au départ, quand on est arrivé sur le Maroc, il y a environ 11 ans ou 12 ans maintenant, on a travaillé avec un distributeur plus suite à une opportunité qu'on avait eue à un appel d'offres, qu'on a d'ailleurs gagné. Et au final, on s'est aperçu que finalement, ce n'était pas forcément le partenaire qui était le mieux pour nous. Donc, du coup, on a changé de distributeur en passant par un distributeur que je qualifierais de gros parmi les distributeurs. Parce que comme Christian le disait, comme ça a été dit plusieurs fois avant, effectivement, des distributeurs, il y en a une quantité incalculable au Maroc. Hein. Rien que dans le domaine du dispositif médical, du laboratoire, il y en a 250 ou 300. Donc, on a du mal à s'y retrouver. Bon, sur ces 250, en fait, on se rend compte très vite qu'il y en a vraiment une douzaine ou une quinzaine maximum qui véritablement, qui trustent en fait tous les marchés, surtout les marchés publics et même au niveau du privé. Donc, on a travaillé avec un de ces gros distributeurs avec qui ça n'a pas non plus fonctionné. Ça n'a pas fonctionné parce que les gros distributeurs, ça a des avantages, mais ça a aussi des inconvénients. Les gros distributeurs, ils vont surtout être à la recherche de cartes assez importantes, donc avec des sociétés assez conséquentes comme Biorad, comme BD, comme Biomérieux, comme Abbott. C'est ce genre de sociétés-là qui vont presque j'ai envie de dire, se vendre par elles-mêmes, parce qu'en fait, c'est assez, voilà, les produits sont connus et ça se vend assez facilement et ça génère beaucoup de chiffre d'affaires. Donc, on a travaillé avec une société comme ça et qui, en plus, souvent a des produits concurrents, mais qui ne le disent pas forcément. Et donc, du coup, qui prennent les cartes, parce qu'ils sont toujours intéressés par les cartes, toujours. Mais après, qui ne les travaillent pas forcément. Et pour vous donner un petit exemple, en fait, on a travaillé avec pendant 1 an et demi. En 1 an et demi, on a fait 0 chiffre d'affaires. On n'a pas gagné un marché, alors que ça faisait déjà 2 ans avant, ça faisait déjà 3 ans qu'on était au Maroc. Ouais. Et qu'on avait pas mal de contacts et que ça avançait. Donc, on est passé par un autre distributeur, qui se créait en fait, hein, et qui nous avait fait très bonne impression. Et d'ailleurs, qui est très bien, on travaille toujours avec, qui est très professionnel, qui est vraiment très très bien, qui essaye vraiment de faire bouger les choses au Maroc. Les clients en sont extrêmement satisfaits parce que vraiment, il accompagne énormément les clients, il essaye vraiment de faire bouger les choses. C'est vraiment bien et c'est très appréciable. Sauf qu'effectivement, hein, ces gens-là ont aussi il y a des inconvénients qui sont liés notamment au réseau. Comme le disait Christian, c'est vrai que le réseau, c'est quelque chose de très important pour les distributeurs. Ceux qui n'ont pas le réseau, qui n'ont pas les bons appuis, c'est compliqué, voilà, surtout au niveau militaire et public. Et également, après, ça va être au niveau trésorerie, parce qu'ils vont avoir du mal à investir dans des machines, des produits de démonstration, dans du stock, et également dans les cautions des appels d'offres. Parce qu'au Maroc, les appels d'offres, évidemment, il y a des cautions, quand on veut répondre à l'appel d'offres, qui se montent à hauteur de 10% du montant du marché estimé. Donc, effectivement, ça représente vite des sommes assez importantes et c'est vrai que du coup, ces petits distributeurs ont du mal. Alors là, bon, ils viennent se faire aider par un investisseur extérieur depuis 1 an et demi. Du coup, il a pris énormément d'ampleur et ça va beaucoup mieux. Mais c'est vrai que quand on travaille avec ce genre de personnes, voilà, on va avoir des avantages et des inconvénients. Et c'est vrai que choisir son distributeur, choisir son partenaire, c'est vraiment la chose la plus essentielle au départ. Vraiment la chose la plus essentielle. Ensuite, ça va être de travailler avec lui. Et comme ça a été dit également, il faut vraiment y aller très, très, très souvent. Il faut y aller très souvent parce que sinon, voilà, le partenariat commence un peu à s'éroder, ça avance plus, ça patine un peu. Donc, il faut y aller assez souvent, rencontrer les clients aussi parce que les clients au Maroc, ils sont très, très demandeurs
de rencontres avec le fabricant. Voilà, avec le fabricant et avec également des experts. Si on peut leur apporter, leur faire venir des experts, des choses comme ça pour qu'il y ait de l'interaction, ça, voilà, c'est vraiment, ils sont très demandeurs. Donc, il faut y aller très fréquemment et également donc essayer de faire le maximum, comme le disait Christian, pour travailler avec des clients clés. En fait, les clients clés au Maroc, enfin, pour nous en tout cas, ça va être par exemple, bon, la clinique royale évidemment, ça va être la gendarmerie royale, donc qui est à Rabat, ça c'est vraiment le client, un des vraiment des plus gros clients qu'on puisse avoir. Et après, il y a évidemment le CHU de Casa et l'hôpital militaire de Rabat. Après, il y a l'INH aussi, l'Institut national d'hygiène, l'Institut Pasteur, tous ces clients-là qui sont vraiment importants et qui permettent derrière d'ouvrir vraiment des portes pour la commercialisation auprès d'autres clients. Voilà. Et ensuite, donc, pour faire un petit aparté aussi concernant la maison du Languedoc-Roussillon, enfin, d'Occitanie, pardon, maintenant, c'est vrai qu'on l'a utilisé effectivement en 2016 et ça a été vraiment une très très bonne expérience. Notre distributeur d'ailleurs a énormément apprécié. Il en revenait pas. Il m'a dit vraiment c'est génial l'accueil qu'on a reçu. On a pu utiliser donc la grande salle effectivement de réunion, la salle de showroom et également la salle supérieure qu'on n'a pas vue en photo, mais qui est une grande salle. Et en fait, on avait organisé dedans c'était même pas un buffet, hein, c'était carrément un déjeuner avec un traiteur et avec tous les clients qui étaient là. Et c'est vrai, c'était vraiment une très bonne journée. Tout le monde a apprécié. On avait fait venir également un expert français de l'antibiogramme qui était intervenu. On avait fait vraiment venir beaucoup de personnes différentes et des experts aussi marocains. Et ça avait été une très bonne journée. On avait eu de très bons retours, des retours vraiment positifs. Et d'ailleurs, ça avait découlé sur pas mal de choses. Est-ce que je peux en profiter pour rebondir sur ce que vous venez de dire? Oui. On voit qu'il y a des personnes qui ont des questions pour vous deux en tant que témoins. Avez-vous eu l'opportunité de recruter des VIE? Et si oui, vos commentaires, s'il vous plaît. Alors, on n'a pas recruté de VIE parce qu'en fait, c'est assez facile d'aller au Maroc, c'est pas très cher, hein. Il y a des vols il y a des vols permanents de Marseille, je sais pas, enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui avec le Covid, peut-être, je sais pas, il y en a eu sur Montpellier, mais pas sur toutes les destinations, alors que de Marseille, il y en avait quand même sur plusieurs destinations, donc c'était assez facile, c'est pas très cher. Et donc, nous, on n'avait pas choisi de faire des VIE parce que les VIE, ça veut dire qu'on les met en permanence dans le pays. Donc, voilà. Alors, ça pourrait peut-être se concevoir, par exemple, d'avoir un VIE pour l'ensemble des Maghreb, hein, ça pourrait être ça, ou pour l'Afrique. Mais voilà, mais c'est pas l'option qu'on avait choisie, nous, chez I2A. Je dois ajouter aussi par rapport à ce que disait Augustin, en parallèle, on avait effectivement des partenaires, mais on a toujours aussi soigné l'image de marque de notre société. C'est-à-dire que, par exemple, lors des congrès, on avait notre distributeur qui exposait, quel que soit le distributeur qu'on avait, mais nous, on prenait aussi un stand en tant qu'I2A. C'est-à-dire qu'on exposait aussi en direct et on avait notre distributeur. En général, on mettait les deux stands contigus parce qu'effectivement, on voulait l'avantager. Mais nous, ça nous permettait aussi d'abord de faire la rencontre directe, de pouvoir aussi avoir des relations avec d'autres parce que, comme le disait Augustin, à un moment donné, c'est pas si évident que ça d'avoir le bon distributeur du premier coup. Et ça nous permet d'observer, ça nous permet, on essayait d'associer d'ailleurs avec ça des posters scientifiques ou des éléments pour avoir aussi cette partie scientifique. Alors nous on est dans une partie scientifique, hein, on n'est pas sur des produits de contre-consommation. C'est clair que si c'était Prism, je ferais totalement différemment de ce que je faisais I2A. Mais en l'occurrence, si vous avez des produits un peu techno, voilà, ça coûte pas très cher non plus. Ça vous permet en plus d'avoir des relations avec comme on a en France d'ailleurs, avec du coup, les sociétés savantes qui organisent ces congrès. Et je pense que c'est quand même très intéressant pour l'image de marque de la société au niveau du Maroc. Juste juste un complément aussi que je n'ai pas dit tout à l'heure, parce que bon, nous, il y a le marché public, il y a le marché privé. Le marché privé, du moins dans notre secteur, est quand même très intéressant. Les laboratoires étaient déjà concentrés, donc il y a quand même du volume de marché, ce qu'on n'observe pas, par exemple, en Tunisie, hein, qui est un marché complètement différent. Mais par exemple, au Maroc, on avait à la fois le marché public et le marché privé qui était accessible, ce qui est quand même pas négligeable parce que, effectivement, du coup, c'est quand même un marché intéressant sur lequel on peut développer du business.
Amandine, tu as d'autres questions? Alors, messieurs, dames qui participaient au webinaire, n'hésitez pas à poser vos questions maintenant. On a également aussi Siam, monsieur Pierre Lab, qui nous avait quittés, qui est revenu. Je ne sais pas si tu souhaites. Monsieur là, bonjour. Vous voulez Oui, peut-être oui. rajouter quelque chose? Oui, oui, Pierre Labbé, hein, c'est un accent aigu à la fin. Oui, oui, non, Pardon. j'ai écouté avec attention hein, la présentation. Enfin, j'ai dû vous quitter pendant 10 minutes. J'en suis vraiment désolé, hein, Madame El Khadar, c'était une très belle présentation. Je vous remercie. Donc, je suis basé au Maroc. Hein. Je suis basé au Maroc. Je suis également président, fédérateur, on va dire, du Club Santé. Je me considère plutôt comme un fédérateur que comme un président. Et je suis surtout directeur général de la société Mafar, qui est je dirais, peut-être le principal ou un des principaux établissements pharmaceutiques industriels au Maroc. C'est-à-dire que c'est une société qui est 51% détenue par le groupe Eurapharma et 49% par Sanofi. Donc, c'est-à-dire que c'est une société qui est très ancienne, hein, qui a pour vocation d'accompagner des partenaires étrangers. Donc, on porte aujourd'hui en direct donc 35 partenaires étrangers. Donc, il y a vraiment des gros, des petits. Enfin, il y a un peu de tous les types de partenaires. Alors, évidemment, on porte Sanofi, on porte Ipsen, on porte 16 laboratoires français, dont 2 d'ailleurs d'Occitanie, qui sont UPSA et puis Pierre Fabre. Hein, ils sont avec nous. Enfin, en tout cas, UPSA en Algérie, mais Pierre Fabre au Maroc. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que si vous cherchez des partenaires, on est une option possible, mais à travers le Club Santé, je peux aussi vous orienter vers de bons partenaires. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que tout ce qui a été dit sur la loi 1704, sur le portage des AMM, le portage des certificats d'enregistrement, alors les AMM sont exclusives, hein, effectivement, Madame El Khadar a tout à fait raison, donc les AMM, le portage des AMM, c'est complètement exclusif et c'est assez contraignant parce que quand on veut transférer une AMM d'un établissement pharmaceutique à un autre, il faut effectivement l'accord des tripartites, c'est-à-dire le pays cédant, le pays destinataire et également le propriétaire des marques. C'est-à-dire que si le pays cédant ne veut pas céder, ça peut poser des problèmes. Mais on a l'habitude de ce genre de choses. Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'habitude d'accompagner des changements de pays. Sur les certificats d'enregistrement, par contre, ils ne sont pas exclusifs. Hein. C'est-à-dire que tout ce qui concerne les dermocosmétiques et les compléments alimentaires, c'est un peu le même processus qu'une AMM, mais c'est moins long, c'est plutôt 8 mois plutôt que 24 mois, hein, c'est un peu plus court. Par contre, là, ce n'est pas exclusif, c'est-à-dire que vous pouvez faire porter vos certificats d'enregistrement par plusieurs importateurs. Donc, c'est un peu moins contraignant. Enfin voilà, tout ce que je veux dire, c'est que je suis à votre disposition en tant que fédérateur du Club Santé France, hein, c'est clairement ça. Et puis, bon voilà, au-delà du Club Santé, c'est aussi mon métier d'accompagner des partenaires internationaux, donc je suis bien évidemment à votre disposition en toute objectivité. Merci Oui, beaucoup. Monsieur Labbé, si je peux me permettre, Monsieur Labbé, j'espère que ça n'a pas changé, mais effectivement, on a parlé tout à l'heure d'enregistrement des produits. Il faut faire attention que l'enregistrement des produits ne soit pas accaparé par le distributeur, c'est-à-dire que c'est lui qui ait les droits, parce que sinon, si vous voulez vous séparer du distributeur, vous revenez à zéro, il faut refaire l'enregistrement. Oui, sauf si le distributeur est d'accord pour céder les droits. Non, si, encore une fois, si on parle d'AMM, si on parle de produits avec AMM, c'est-à-dire des médicaments, des produits de type médicaments et dispositifs médicaux, donc effectivement, il faut des AMM, et là, c'est totalement exclusif à un distributeur. C'est pas un distributeur, c'est un établissement pharmaceutique industriel. Il faut une usine. Hein. Oui, on a une grosse Mais là, on ne usine. parle pas de pharma, là, on parle de produits que vous allez distribuer au Maroc. En l'occurrence, pour nous, c'était des dispositifs médicaux, de classe 2 pour certains, de classe 1 pour d'autres. Et effectivement, il faut quand même un enregistrement des produits. Donc, c'est notre distributeur qui l'a porté, mais on a effectivement été vigilant pour considérer que, évidemment, ça veut dire qu'il faut participer financièrement, mais derrière, ça veut dire que l'enregistrement peut passer de l'un à l'autre, parce que sinon, vous êtes complètement bloqué avec un distributeur. Non, les certificats d'enregistrement, donc ils sont portés effectivement par des importateurs, mais si vous voulez passer de l'un à l'autre, alors bon, c'est porté par un importateur. Si vous avez l'accord, vous pouvez le transférer d'un importateur à un autre.
Et si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez l'enregistrer à nouveau et ça prend 8 mois. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes beaucoup moins contraint avec des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires et des dermocosmétiques avec des médicaments. C'est-à-dire que Bien sûr. si vous n'êtes pas satisfait de votre importateur actuel, vous pouvez enregistrer le produit sur un autre importateur. Et vous pouvez avoir deux certificats d'enregistrement concomitants, simultanés. Par contre, sur les produits de type médicaments, là, c'est pas possible du tout. Là, c'est vraiment que il faut bien choisir son partenaire au début. Donc, c'est un peu plus souple du côté des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires et des dermocosmétiques, mais bon, ça reste quand même contraignant. Mais c'est quand même bien moins contraignant que pour les médicaments. Enfin, moi, Merci. j'ai eu à faire ce genre de choses, hein. J'ai eu des partenaires français, hein, d'ailleurs, c'est souvent des Français qui viennent me voir, hein, pour me dire, voilà, on n'est pas satisfait de tel importateur historique, on voudrait changer. Alors bon, évidemment, donc ils essayent de négocier une clause de sortie avec leur partenaire, et puis si ça marche pas, bon, on réenregistre tout de zéro, et puis ça met 8 mois, et puis 8 mois après, on redémarre sur de nouvelles bases. Donc c'est pas, vous voyez, Oui. Ouais, mais c'est pour ça que si vous avez un DM, si vous négociez avec votre importateur que de toute façon, même si vous participez financièrement, si jamais vous voulez changer, vous récupérez les droits pour les passer à quelqu'un d'autre, c'est quand même plus facile. Vous n'êtes pas obligé de refaire 8 mois en fait. Ouais, alors c'est là où il y a il y a deux choses. Il y a la loi, hein, c'est-à-dire que vous avez la loi des parties, la loi des contrats. Vous pouvez très bien préciser que, effectivement, à l'issue d'une période contractuelle, vous êtes censé récupérer, vous pouvez récupérer votre enregistrement et le transférer à qui vous voulez. Donc ça peut être écrit dans le contrat. Et puis vous avez la réglementation pharmaceutique qui n'est pas alignée sur le code du commerce. Donc c'est là où il faut parfois user effectivement d'avocats. Alors il y a des avocats qui sont spécialisés dans ce genre de domaine, mais si vous êtes dans votre droit contractuel et que l'opérateur, le partenaire ne veut pas changer, ne veut pas transférer les certificats d'enregistrement et les AMM, à ce moment-là, vous pouvez intervenir auprès d'un avocat qui, à ce moment-là, met en place un référé, hein. À travers un référé, on est en droit de demander, d'instruire le partenaire de changer, de transférer son AMM ou son certificat d'enregistrement. Donc c'est là où, effectivement, il faut à la fois bien choisir son partenaire et puis bien connaître les lois, autant les lois du commerce que que les réglementations pharmaceutiques, parce que les deux ne sont pas toujours cohérentes. Ouais, ça, c'est vrai. Les deux ne sont pas toujours alignés. Merci messieurs pour ces précisions, pour ces commentaires. Avant de passer à la présentation de la mission santé au Maroc, est-ce que parmi les participants, vous avez des questions suite à ce qui a été dit ou pouvons-nous passer à la mission? Je vous laisse quelques secondes, quelques minutes pour réagir éventuellement. Sinon, n'hésitez pas à utiliser la conversation. Non? Bon, mais passons à la mission. Il reste pas beaucoup de temps, il reste Oui. presque 10 minutes, donc je pense que je vous laisse la parole pour présenter la mission santé prévue en mai prochain. Merci Siam. Zineb? Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Zineb Bouka. Je suis chargée de mission au sein de la maison de la région Occitanie à Casablanca aux côtés de Siam Rta. Donc, en partenariat avec Eurobiomed et le Club Santé Maroc, ADOC et à la maison de la région Occitanie et de Casablanca organise une mission santé du 18 au 21 mai. En marge du Morocco Medical Expo 2022 et le Forum Afrique Global Santé prévu du 19 au 22 mai. Donc, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ce salon, donc le Morocco Medical Expo est la plus grande plateforme africaine du secteur de la santé reconnue à l'échelle internationale. Pour l'édition 2022, le Morocco Medical Expo renforcera sa vision innovatrice dans le secteur de la santé et consacrera son rôle dans le développement des relations professionnelles entre les opérateurs marocains des secteurs médicaux et pharmaceutiques et les donneurs d'ordre internationaux, notamment africains et arabes. En marge du Medical Expo se tiendra également le Forum Afrique Global Santé,
qui est un espace d'échange et de rencontres permettant d'assister à différentes conférences et panels thématiques liés au secteur de la santé, pris en charge par les experts du secteur privé et public exerçant au niveau national et international. Pour sa 6e édition, le Forum Afrique Global Santé se tiendra avec la participation de professionnels de la santé, d'experts, de chercheurs et d'académiciens. Il s'agit d'une très bonne occasion pour engager un débat fructueux avec les experts de différentes disciplines sur les nouvelles techniques et technologies médicales. Je te passe la parole, Amandine. Oui, merci. Donc, ce qu'il faut, enfin, vous l'avez compris, mais en fait, cette action, c'est une action qui est mise en place par ADOC et la Maison de la Région Occitanie à Casablanca, qui est à destination des entreprises régionales de la filière santé. Et en fait, nous avons mis en place cette action collective afin de vous permettre de faciliter votre conquête du marché marocain et africain. Donc finalement, si vous souhaitez participer à cette action avec nous, qu'est-ce que cela va vous apporter? Ça va vous apporter déjà une meilleure connaissance du marché marocain et de ses besoins. L'approche d'un marché qui est en constante évolution, surtout depuis la crise sanitaire. Vous avez également, vous l'aurez compris, de la visibilité et de la promotion de vos solutions sur le salon Morocco Medical Expo. Et enfin, vous aurez la possibilité de rencontrer des prospects pour tester vos solutions. Concrètement, notre offre, qu'est-ce que c'est? Donc, vous voyez dans le... Est-ce que tu peux éventuellement, s'il te plaît, Siam, nous envoyer vers la page web de l'offre, s'il te plaît? Est-ce que vous la voyez ou pas? Ouais, super. Est-ce que tu peux descendre au niveau de l'offre? Un peu plus bas. Encore un petit peu plus bas. Voilà, là. Donc, Zineb, est-ce que tu veux préciser ce que contient notre offre? Alors, globalement, cette mission vous donnera accès à un partage de veille d'appel d'offres santé hebdomadaire via le Club Santé Maroc, des fiches marché sur mesure et dépendamment du besoin de chaque entreprise. Un événement de networking afin de rencontrer des acteurs de la santé et les entreprises régionales déjà installées au Maroc. Et puis, bien évidemment, la participation au Salon Medical Expo via le pavillon régional, dont la possibilité d'intervenir dans une conférence organisée par la maison au Medical Expo. Plus précisément, la mission commencera le 19 mai, mais le 18 mai au soir, on fera un accueil à la maison de la région Occitanie de Casablanca pour un temps d'échange. Et un brief de la mission et qui sera suivi d'un dîner avec l'ensemble des entreprises participantes. Ensuite, à partir du 19 mai, il y aura votre participation au Salon Medical Expo à El Jadida et cela vous donnera accès à un badge pour accéder au salon. Vous aurez accès aux espaces collectifs du stand de la région Occitanie. Ensuite, cela vous donnera accès aux conférences du Morocco Medical Expo et du Forum Afrique Global Santé. Ensuite, vous pourriez intervenir dans la conférence qui sera organisée par la maison au sein du Medical Expo le vendredi 20 mai de 11h à midi, après, dépendamment des places disponibles, bien évidemment. Et enfin, la participation à un événement de networking qui sera prévu normalement juste après la conférence. Après, les entreprises désireuses et qui ont plus de temps pour cette mission pourront opter pour un programme de rendez-vous B2B personnalisé et qui sera en option pour un jour. Donc, rien ne les empêche de venir avant.
à savoir le 17 ou le 16 mai, de pouvoir faire leur jour de rendez-vous et de commencer la mission à partir du 19. Bien évidemment, inclus dans la formule le dîner du 18 mai et bien sûr la navette, la maison a prévu des navettes chaque jour pour le salon et pour les entreprises qui seront installées à Casablanca pour faire l'aller-retour de Casa à El Jadida. Voilà, et pour finir, ce qui n'est pas inclus dans la formule, c'est le vol France-Maroc et l'hébergement sur Casablanca. Merci Zineb. Avec plaisir. Je pense qu'il y a eu des questions, Amandine. Oui, Madame Schmi Quelles sont les conditions pour participer, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Qu'est-ce que vous souhaitez savoir, s'il vous plaît, en particulier? Si vous voulez ouvrir votre micro pour qu'on puisse vous entendre. Oui, bonjour à tous. Merci pour ce webinaire. En fait, je suis la présidente d'une petite société qui fait des tests Covid. Et donc, je suis très intéressée pour vendre mes produits au Maroc et je voudrais participer à cet événement. Mais quelles sont les conditions pour y participer par le biais d'ADOC, en fait, de la maison d'Occitanie à Casablanca? Si vous souhaitez vous inscrire, en fait, vous avez tout simplement donc le lien que je vous ai mis également dans la conversation du webinaire. En fait, vous allez sur la page web et vous voyez le bouton qui s'affiche à l'instant où il y a marqué « Je m'inscris », va vous renvoyer vers un formulaire où vous complétez vos données. Et c'est ensuite moi qui prendra la suite avec vous, on va dire, pour la partie opérationnelle inscription. Et la partie mise en place logistique sur place sera en suivant prise en main par Zineb. D'accord, super. En fait, et sinon, oui, pardon. Dès qu'une entreprise s'inscrit, il y a 2 temps. Le premier temps, c'est avec moi qui suis basée en France pour valider l'inscription et la participation de l'entreprise, en fait. Et une fois que l'inscription est prise en compte, la partie opérationnelle, c'est Zineb qui s'en chargera, qui elle est sur place. D'accord. Et donc, le tarif de 500 €, c'est pour les membres de l'entreprise ou c'est par personne de l'entreprise? C'est une question de terre à terre. Mais... Parce que je vois tarif 500 €, date limite d'inscription le 31 mars 2022 sur votre diapositive. Oui. Alors, en fait, le tarif là proposé, c'est effectivement 500 € pour une entreprise correspondant à une personne. D'accord. Par contre, effectivement, s'il y a une entreprise, vous venez accompagner avec plusieurs collaborateurs, ça, on peut le regarder en direct, on va dire, hors webinaire, pour voir à combien se chiffrerait ce montant-là. Mais il n'y a pas de souci, effectivement, c'est faisable aussi. D'accord, merci. Je vous en prie. On est intéressé aussi par le B2B, donc voilà, merci. Mais peut-être qu'on peut échanger par téléphone post-webinaire pour vous donner plus d'informations, notamment sur ces journées rendez-vous B2B, si vous le souhaitez. Oui, avec plaisir. Juste pour une petite précision, pour les rendez-vous B2B, comme j'ai dit, c'est optionnel et c'est un tarif de 1 500 € la journée. D'accord. Voilà. Alors, ce que je vais compléter aussi, c'est que pour les entreprises qui souhaitent s'inscrire à cette mission, bien sûr, elles sont les bienvenues. Donc, on va avoir un stand régional, comme elle a dit Zineb, sur place, qui va vous permettre d'avoir un pied-à-terre sur le salon. Mais par contre, en amont, au fait de votre participation, à chaque fois qu'il va y avoir une inscription, donc Amandine va flécher, en tout cas, on peut faire une visio ensemble pour qu'on puisse déjà comprendre votre besoin sur le marché marocain. Est-ce que vous avez déjà commencé la prospection ou pas? Est-ce que vous avez besoin de rendez-vous B2B? Et on pourrait même savoir, on aimerait bien aussi savoir, par exemple, si vous aurez besoin de quelques informations qu'on pourrait vous donner comme en développant des fiches marché pour vous. Donc, comme disait Amandine, effectivement, une visio ensemble après le webinaire, ce serait très intéressante. Est-ce que Siam, je peux en profiter pour te demander d'aller plus bas dans la page, s'il te plaît, pour afficher nos contacts?
Voilà. Donc, on vous envoie un mail pour définir un rendez-vous pour une visio et discuter d'un éventuel. Pour vous, Madame Smith, vu qu'on s'était eu au téléphone juste avant, pas besoin de m'envoyer un mail, je vais faire le nécessaire. Hein. D'accord, merci pour tout. Je vous en prie. J'ai une autre question, Madame Thibon. Au sein de l'agence ad-hoc, y a-t-il plusieurs conseillers santé? Si oui, comment trouver le nôtre? Alors en fait, tout dépend du département et de votre objectif en fait. Hein. Pour la partie export, conquête des marchés, il y a un conseiller sur la santé qui est moi-même. Par contre, après, nous avons aussi des experts santé pour le département innovation. Tout dépend de ce que vous recherchez exactement. Là aussi, je ne sais pas quelle est votre question précisément, mais je peux vous flécher s'il ne s'agit pas de moi. Oui, bonjour. En fait, ma question, c'était plus avant l'export. Nous, on est plus dans la partie croissance. Donc, jusqu'à présent, on était accompagné par la personne qui s'occupait de l'innovation. Donc là, on est en développement de produits. Mais pour développer notre croissance, voilà, j'aimerais savoir s'il y a quelqu'un qui peut nous aider à nous accompagner, parce que je ne sais pas si on va pouvoir aller à l'export tant qu'on n'a pas fait suffisamment de ventes de notre produit. Voilà, nous, en fait, on est une société qui a développé un produit en 2015 et qui a encore réalisé très peu de ventes. Donc, l'idée, c'est d'essayer de concrétiser un peu plus de ventes. On essaye de se séparer d'une structure sur laquelle on travaille déjà. C'est pour ça qu'on n'avance pas très vite. Et l'idée, c'était de nous aider justement à développer cette croissance, peut-être avant d'aller à l'export, de peut-être le faire en France. Voilà. C'est pour ça, comme j'ai vu que sur le questionnaire, on demande le chiffre d'affaires. Nous, on a fait très peu de chiffre d'affaires, donc c'est peut-être un peu trop tôt pour aller à l'export. C'est pour ça que je demandais. Oui, vous faites bien. Au niveau de l'innovation, vous étiez en contact avec qui? Madame Monlot? Oui, Marjorie Monlot, oui, c'est ça. Et depuis, du coup, on n'a plus d'accompagnement avec l'agence ad hoc. Et c'est vrai là maintenant, on est domicilié sur le Gard, mais bon, je pense que ça ne change pas puisque vous faites toute la région Occitanie, hein, que ce soit à Montpellier ou à l'Est. Ça changerait. Non, mais écoutez, je prends en compte votre demande et je reviens vers vous après le webinaire pour la personne ressource. D'accord, merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la mission Santé Maroc 2022? Ou est-ce que c'était assez clair pour tout le monde et du coup, nous pouvons terminer tranquillement ce webinaire? Du coup, juste pour finir, pour les entreprises souhaitant participer au salon, à la mission en général, ça serait bien de s'inscrire rapidement parce qu'il y a un deadline afin d'organiser au mieux votre venue. Voilà. Oui, tu fais bien de le rappeler. Effectivement, la date limite d'inscription, c'est le 31 mars. L'inscription, c'est sur le lien qui s'est affiché à l'écran et dans la conversation. Et puis, vous avez nos contacts surtout à l'écran, donc n'hésitez pas à m'appeler ou à écrire. Nous sommes là pour ça. Parfait. Je pense qu'on est parfait sur l'heure aussi. Oui. Je pense qu'on peut clôturer, effectivement. Ok. En tout cas, on vous ouvrira par la suite la présentation projetée ainsi. Je ne sais pas si tu vas envoyer, Amandine, le lien d'enregistrement aussi. Si, donc j'enverrai la présentation, le lien du replay et également le lien d'inscription. Ok, parfait. Bon, en tout cas, pour moi, je vous souhaite une très bonne fin d'après-midi et je reste à votre disposition pour toute information concernant le marché de la santé au Maroc. Et voilà, je laisse aussi Amandine clôturer. Merci à tous. N'hésitez pas à nous contacter et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.